société, quoique nous ne soyons pas restés totalement inactifs, comme vous allez pouvoir le constater très vite. Nous allons vous proposer de nouveaux jingles, de nouvelles têtes, nous utilisons un nouveau software qui devrait améliorer et le son et l'image, et puis tout un tas de nouveaux projets, car nous devons en permanence nous remettre en question, tout en gardant notre identité de base qui est impertinent mais juste. Eh bien, pour commencer, et ça en revanche, ça ne va pas changer du tout, je vous propose de regarder les news. Plus qu'une disparition, c'est un drame. Notre ami et écrivain Philippe Meurice, 54 ans, et sa petite fille qu'il portait sur un sac à dos ont perdu la vie lors d'une randonnée matinale en Haute-Savoie suite à une chute accidentelle. Ils se promenaient dans les environs de Sétenex, une bourgade située sur les contreforts du massif des Bauges. La famille était en vacances depuis samedi et c'est la maman de la petite qui a donné l'alerte dans le milieu de la journée. Une battue a immédiatement été organisée et on les a retrouvés sans vie au fond d'un ravin. Philippe Meurice avait publié plusieurs ouvrages chez Cloé-Délices, la plupart étant des recueils de poèmes versifiés ou en prose. Sans le connaître personnellement, je le rencontrais chaque année à tourner la page. Une information particulièrement triste. Et maintenant, une nouvelle qui nous cause le plus grand plaisir et honore notre émission. Le prix annuel de l'Académie des littératures 1900-1950 a été décerné à notre ami et entre guillemets professeur Marc Quagebeur pour son essai Histoire, forme et sens en littérature, la Belgique francophone. C'était le tome 2. Il portait comme nom L'ébranlement et c'est paru en 2017 aux éditions Peter Lang. Eh bien, c'est 10 fois mérité. Rarement un spécialiste unanimement reconnu comme le directeur des archives et musées de la littérature belge, donc Marc Quagebeur, aura pris la peine de nous consacrer son temps comme il le fait, sans autre but que de nous aider à mieux comprendre comment cette littérature s'est créée et développée dans notre pays depuis sa création en 1830. Alors bien entendu, qu'il en soit remercié. Nous avons déjà parlé l'année dernière du Salon du Polar de Bandol. C'est dans le sud de la France, près de Toulon, un événement organisé pour la première fois par le Cercle des auteurs locaux sous la férule de leur président Jean-Marie Schneider, que Christine Brunet avait interviewé à l'époque. Eh bien, ils remettent ça cette année, en fait, dans quelques jours, les 15 et 16 septembre, avec en sus un concours de nouvelles policières dans lesquelles doit figurer au moins une fois le nom de Rému, l'interprète remarquable du fameux César de Pagnol. Nous y reviendrons dans l'émission du 30 septembre, puisque Christine y sera à Bandol comme chroniqueuse de l'émission, mais aussi et surtout comme auteur invité pour ses nombreux polars et thrillers. L'Auberge littéraire, créée en 2017, est une des 2 associations d'écrivains de Waterloo. Elle organise les 29 et 30 septembre prochains au WAG, W-A-G-G, c'est en fait la galerie IN de la ville, la rentrée des auteurs. C'est un événement qui va attirer la foule car on y trouvera, outre des concerts, des chansons, des séances de dédicaces, des lectures d'extraits de la harpe celtique, oui, du théâtre. Alors, avec la comédienne, écrivaine et metteuse en scène Geneviève Damas, qui est, rappelons-le quand même, prix Rossel 2011, qui va interpréter le samedi à partir de 14h un seul en scène qu'elle a déjà présenté au Théâtre Jean Vilar, au Riche-Clair, au Martyr, etc. Alors, pour vous donner une idée, ça commence par une grosse bouteille d'orangina, secouée et remuante, avec une tête bavarde qui dépasse du goulot. Voilà. Alors, inutile de préciser qu'ActuTV va se précipiter pour aller voir ça. Un petit Orval, c'est comme une grande voile qui te souffle dans le dos, qui te remet sur les rails, qui te pousse sur les flots. Un petit Orval, c'est comme une flamme, ça éloigne l'obscurité, ça remue un peu notre âme, ça nous empêche de rouiller. Un petit Orval, madame, un petit Orval, monsieur, un petit Orval, ça ne fait pas de mal, et je redeviens amoureux. Un petit Orval, madame, un petit Orval, monsieur, un petit Orval, ça ne fait pas de mal, et je m'envole dans les cieux.
petit Orval c'est comme une femme, c'est rond, c'est doux, ça a du charme. On n'en oublie jamais la saveur et on la garde contre son cœur. Un petit Orval c'est comme une rame, ça nous sauve des naufrages. Quand on se retrouve en fond de cale, elle nous montre les étoiles. Un petit Orval madame, un petit Orval monsieur, un petit Orval ça ne fait pas de mal. Et je redeviens amoureux. Un petit Orval madame, un petit Orval monsieur, un petit Orval ça ne fait pas de mal. Et je m'envole dans les cieux. Un petit Orval c'est comme une canne, ça nous aide à remonter le temps. Comme une chanson gitane autour d'un feu de camp. Un petit Orval c'est comme une came, le jour où t'y as goûté. Y a pas de quoi en faire un drame, mais tu peux plus t'en passer. Un petit Orval madame, un petit Orval monsieur, un petit Orval ça ne fait pas de mal. Et je redeviens amoureux. Un petit Orval madame, un petit Orval monsieur, un petit Orval ça ne fait pas de mal. Et je m'envole dans les cieux. Un petit Orval c'est comme une escale, ça n'arrive pas tous les jours. Ça peut être gentil et brutal, c'est comme la vie, c'est comme l'amour. Un petit Orval c'est comme un signal, comme un signe de la main. Revenir au pays natal et se dire qu'on y est bien. Un petit Orval madame, un petit Orval monsieur, un petit Orval ça ne fait pas de mal. Et je redeviens amoureux. Un petit Orval madame, un petit Orval monsieur, un petit Orval ça ne fait pas de mal. Et je m'envole dans les cieux. Un petit Orval madame, un petit Orval monsieur, un petit Orval ça ne fait pas de mal. Et je redeviens amoureux. Un petit Orval madame, un petit Orval monsieur, un petit Orval ça ne fait pas de mal. Et je m'envole dans les cieux. Un petit Orval, un petit Orval, un petit Orval, un petit Orval, un petit Orval madame, un petit Orval monsieur, un petit Orval ça ne fait pas de mal. Et je redeviens amoureux. Un petit Orval madame, un petit Orval monsieur, un petit Orval ça ne fait pas de mal. Et je m'envole dans les cieux. Vous avez reconnu nos amis de Crétonnerre que nous avons reçus dans l'émission du mois de juin dernier. Précisons que si l'Orval est une bière d'abbaye à haute fermentation très prisée en Belgique, bien entendu Aquitaine n'a reçu aucun centime pour en faire la réclame puisque notre chaîne ne diffuse aucune publicité. Al-Mouatine, le citoyen en arabe, est une nouvelle chaîne d'info née à Bruxelles en février 2016 pour rassembler tant en français qu'en arabe. Son but, explique son directeur, Larsen Hamouche, c'est casser la caricature du musulman intégriste en proposant dans les émissions de télé et de radio de passer, de donner la parole à d'autres religions ou pas. Catholiques, protestants, juifs, francs-maçons, agnostiques, athées, etc. Avec une seule devise, vivre mieux, c'est vivre ensemble dans un État laïque, la Belgique. Al-Mouatine, c'est déjà une web TV qui cartonne sur son site avec entre 3 et 4 000 visites par jour. Je propose une interview sans faux semblant avec un homme qui répond sans langue de bois à toutes nos questions et tant pis pour les islamophobes. المواطن الإعلام بشكل مختلف على اليوتيوب والفيسبوك وتويتر وجوجل. المواطن قناة كل الأجيال. Donc notre rôle et notre mission, c'est de nous rapprocher justement des antisémites et des islamophobes et de leur expliquer, d'aller vers eux justement. Tu m'as dit quelque chose qui m'a étonné, oui. que tu avais
que tu avais de très bonnes relations avec Modric Hanem, qui est le président du Parti populaire. Alors, le Parti populaire en Belgique, on comparerait ça au Front National en France, peut-être, je ne sais pas. Grosso modo, c'est à droite, oui, très à droite. Oui, hein. on le compare à Marine Le Pen, etc. Et tu as de très bonnes relations avec lui? J'ai de très bonnes relations avec lui, comme j'ai de très bonnes relations avec la NVA, et comme j'ai de très bonnes relations avec le PS et le MR. Je viens d'expliquer ma vision des choses. Et tu es en mauve, hein, et tout est mauve ici. Tout à fait. Moi, je vois la vie autrement. Il n'y a pas de parti politique. Celui qui est différent de moi, je parle avec lui, je mange avec lui, je discute avec lui. Et être d'accord sur le désaccord est une principale règle pour moi. Et quels sont vos rapports avec les mosquées, avec l'islam de Belgique, si on peut en parler? J'ai des très bonnes relations avec tout le monde, en principe même avec les mosquées qui sont un petit peu, disons, pour l'instant, qui sont vues comme des mosquées radicales, comme des mosquées light. Moi, je suis à la base, disons, d'une vision de l'islam qui est une vision light, un islam de tolérance. Je suis un peu Sophie dans l'âme. Est-ce que c'est pas un truc pour mieux infiltrer l'islam dans la population? Non, c'est vraiment ma vision. Je suis né dans le sophisme. Les gens ne donnent plus vraiment beaucoup d'importance à la religion. Tu sais, le problème ici de la religion, c'est à partir des années 60, l'immigration arrive ici, surtout l'immigration marocaine, algérienne, etc. Les gens ne connaissaient strictement rien de la religion. Ouais. Ils ne savaient pas ni lire ni écrire. La plupart, beaucoup, sont des analphabètes. Et alors on se retrouve entre les mains de l'Arabie Saoudite. J'ai lu un texte, je te le cite, hein. Je trouvais ça intéressant. Les politiques s'inclinent devant les islamistes qui ne cachent pas leur volonté d'islamiser la France et l'Europe entière en mettant notre société dans une guerre religieuse. Et puis il ajoutait, ce choix menace clairement notre avenir en commun, car si le problème ne sera pas réglé par les musulmans eux-mêmes, la solution sera violemment imposée par la majorité sociale. Moi, je trouve que c'est intelligent comme réflexion. Bien sûr. Mais c'était signé par Hossein Drouish. Oui, mais Hossein Drouish, qui est un ami, qui est l'imam de Nîmes, de France, et je partage totalement son avis, son analyse par rapport en tout cas, la perception et le regard qu'il a de l'islam. Si éventuellement on ne travaille pas sur un islam européen, un islam belge, un islam qui accepte la diversité, qui accepte la différence, qui accepte l'autre, on va pas laisser le politique justement tout seul gérer cette histoire de l'islam, sinon on sera vraiment dans des difficultés. On est déjà en difficulté pour l'instant. Malakoum, je m'appelle Michael Berger, voilà, je suis converti depuis 5 ans à l'islam. Un petit mot concernant le ramadan. Le ramadan cette année, ça va, il y a eu des jours un peu plus difficiles que d'autres, mais en règle générale, ça va, ça s'est bien passé, Inch'Allah. Voilà, aujourd'hui c'est un jour de fête, c'est l'Aïd, c'est la fin du ramadan. Voilà, ici ça va être la prière maintenant, Inch'Allah, et puis après ça on va se retrouver en famille, faire iftar à la maison. Question caricaturale, je le dis tout de suite. Oui. Que penses-tu du voile? Le voile, pour moi, ça ne me dérange pas. Ma femme, elle est voilée. Et cette femme voilée est derrière moi depuis 20 ans. Et les jeunes filles qui ne portent pas le voile et qui sont musulmanes? Ils sont libres. Tout le monde est libre de porter le voile ou de ne pas le porter, à mon avis. Moi, je ne pense pas que le problème, c'est le voile. Mais par contre, des petites filles portant le voile, ça, je suis contre. Obliger quelqu'un à porter le voile, c'est contre. Dominer une femme et la garder à la maison, lui demander de porter le voile, soi-disant c'est l'islam qui dit ça, je suis contre. Voilà. Mais la liberté de porter ou de ne pas porter, je suis pour. Qu'est-ce que tu penses des athées? Et alors plus grave peut-être des musulmans qui quittent leur religion pour devenir athées ou passer dans une autre religion. Normalement, dans le Coran, c'est très très mal vu. Mais moi, je suis pour la liberté. Donc, celui qui veut devenir athée, il est athée. Et j'ai beaucoup d'amis athées, je les respecte beaucoup, je les aime. Qu'est-ce que tu penses des Juifs, d'Israël, de Gaza ou rien? Oui, des Juifs. Moi, je travaille avec les Juifs depuis quelques années. Et d'ailleurs, je suis né dans un quartier au Maroc, à Agadir,
où juifs, musulmans et chrétiens se côtoient et ils vivent ensemble sans aucun problème. Les femmes cuisinent ensemble, les courses on les faisait chez et les femmes juives portent des perruques. Hein. Et les femmes juives sont des femmes formidables. Et en arrivant ici en Belgique, donc j'apprends qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'antisémitisme. Ah bon? Donc j'ai appris ça ici en Belgique parce que je n'ai jamais entendu ça au Maroc. Et j'ai commencé à travailler justement sur la lutte contre l'antisémitisme et je travaille actuellement avec la plupart des organisations juives, le CCOGB, le Centre européen juif, etc. Et d'ailleurs j'organise chaque année maintenant pour la 3e année, à l'occasion de la journée mondiale de la paix, j'organise la journée internationale de la paix le 21 septembre de chaque année. Et chaque année, j'invite les représentants du culte juif, musulmans, athées, et même les francs-maçons, et même les athées, et les laïcs, etc. Parce que tout le monde est pour moi le bienvenu et que nous sommes tous un. Je voulais te demander, tu t'occupes d'énormément de choses. Oui. Déjà, ceci, c'est important, le site et tout ça, on sent vraiment que ça bouge et puis ça croît en importance. Est-ce qu'il te reste du temps pour travailler et gagner ta vie? Oui, je travaille, je suis un des personnes qui travaillent pour l'exécutif du musulman. Ah oui. Je suis salarié, donc, et je travaille sur la communication. Et le but, l'objectif général, c'est de rapprocher, c'est d'expliquer et c'est de permettre aux gens vraiment de ne pas avoir des idées ou des fausses idées sur l'islam et surtout l'islam de paix. Mon grand, mon petit homme, je t'aime. Si je n'arrive pas au bout du chemin, si je ne lis pas la dernière page de mon livre et si je n'use pas le diamant de ma vie, je voudrais que, quand même, mon amour, tu trouves toujours une maison à tes larmes et un sourire répondant à ton sourire. Je voudrais, petit homme, que ton cœur ne se ferme jamais et que tes mains d'enfant, tes mains, mon petit gamin, fussent ouvertes toute ta vie. Je voudrais, mon amour, je voudrais t'aimer toute ma vie, petit cœur adoré, petit être, petit garçon, plein d'or, tête dorée et yeux bleus. Je les désirais si bleus, et tu te moques de moi car ils virent au vert, au jaune, et puis, surtout, parce que tu t'en fous. Je te vois doré et bleu et heureux. Je te veux aimer et aimant, je te veux enfant, reste-le mon enfant, et puis, pas toi, car la vie est là, dure et sans pardon. Puisse l'amour que nous te donnons faire de toi plus tard un homme juste et bon. Passé 2 ans en Belgique vers 1864 et en a gardé un bien piètre souvenir. Voyez plutôt, je cite quelques passages. Un peuple stupide, ignorant, ailé. Si le Belge dégueule aussi bien que l'Anglais, sa femme est encore plus répugnante. Elle pue comme une fleur moisie, des seins qui pèsent plusieurs quintaux, des membres en poteau. Et pour conclure, la Belgique ne compte que 2 sortes d'individus, les ivrognes et les catholiques. Alors, pourquoi tant de haine? Jean-Baptiste Barognan, de l'Académie et auteur du célèbre Charles Baudelaire au Pays des Singes, tente de l'expliquer. En fait, Baudelaire, le grand, l'immense poète et auteur des Fleurs du Mal, était également un homme
plein de contradictions, endetté, impuissant, frustré à mort et drogué au point de terminer sa vie à 46 ans dans une maison de santé rongée par la syphilis. On va parler de Baudelaire. Oui. Quelque part, il me fait mourir de rire. Oui. Je ne te le cache pas. Parce que trop, c'est trop, évidemment. Et quelque part, c'est un pauvre type, mais vraiment un pauvre type. Et pourtant, il y a eu, enfin, ça n'a rien à voir, une renommée inimaginable. Mais je voudrais commencer en te lisant ce qu'il dit des Belges. Oui. Tu as écrit un bouquin là-dessus. Hein? Oui, oui. Baudelaire au pays des singes. Au pays des singes. Alors, moi, ça me fait rire, je ne te le cache pas. Rarement, haine pour un peuple aurait été poussée si loin. Baudelaire conchit ce peuple vivant dans l'horreur de la fange et du vomissement, qu'il trouve stupide, ignorant et laid. Alors, il affuble les Belges à longueur de vers d'adjectifs peu flatteurs, donc, bon, ridicule, imbécile, idiot, voleur, après tout, c'est pas très grave, et affirme que s'ils attrapent la vérole, c'est uniquement pour ressembler aux Français. Donc apparemment, il n'aime pas les Français non plus. Et je me pose la question de savoir, peut-être qu'il n'aime personne. Il n'aime personne, non, c'est tout à fait exact. Il n'aime personne, c'est un profond misanthrope. Il a une haine viscérale de l'humanité, mais ses appréciations, comment dirais-je, ses commentaires, ses réflexions, ses notes sur la Belgique ont des explications. Ouais. Assez fasciné par le fait qu'en Belgique, il y a quand même des monuments assez prestigieux. Donc, c'est sa première raison. Alors, pour ce faire, il rencontre toute une série de personnes pour avoir des renseignements sur la Belgique. Et entre autres, il rencontre Stevens, qui est un marchand d'art, et qui lui dit, mais en Belgique, il faut absolument venir. Vous allez faire des conférences au Cercle Gaulois. Ces conférences sont bien rémunérées, vous allez gagner beaucoup d'argent, vous allez voir, c'est formidable, on va vous accueillir comme un prince. Première chose. Deuxième chose, on vient de publier, il y a à peine quelques ans, 2-3 ans auparavant, on vient de publier Les Misérables chez un éditeur belge ils sont deux, c'est Lacroix et Verboeckhoven, qui sont de gros éditeurs et qui ont donné un argent considérable à Victor Hugo. Le livre d'ailleurs est un succès planétaire, qu'on n'en a plus jamais vu quasiment. Donc il s'est dit, tiens, au fond, je vais aller rencontrer Lacroix et Verboeckhoven et leur proposer de publier mes livres. C'est la deuxième raison. Et troisième raison, parce qu'il y en avait trois, il y avait à l'époque en Belgique un journal extrêmement important qui s'appelle l'Indépendance belge, qui était lu dans le monde entier, qui était l'équivalent du Monde aujourd'hui. Ah bon? C'était un journal très sérieux, et le patron de ce journal était en fait un Français, qui s'appelait Béraldi, c'était un Français, et Baudelaire l'avait rencontré à Paris, et il m'avait dit, mais écoutez, si vous venez en Belgique, vous allez pouvoir écrire dans ce journal. Donc il y avait trois raisons. Or, il se passe ceci. Il donne des conférences, elles sont, comme on dit pour employer un terme vulgaire, elles sont des bides. Tout à fait. Elles sont des bides. À la première conférence, il y a 30 personnes, à la deuxième, il y en a 15, à la troisième, il n'y a quasiment plus personne. Mais est-ce qu'à cette époque, quand il était en Belgique, est-ce qu'il était déjà unanimement reconnu ou bien? Pas du tout. Ah, pas du tout. Pas du tout. Ah non, justement, s'il avait été unanimement reconnu, on serait venu en masse l'écouter. Il faut ajouter un élément sur lequel je ne me suis pas attardé. Il était mauvais orateur. Ah bon? Ben oui, il n'avait jamais fait ça. Il vient faire des conférences. En fait, il a rangé marteau, quoi. Il a tout raté. Il a tout raté. Deuxième circonstance aggravante, quand il vient pour rencontrer Lacroix et Verboeckhoven, ces deux messieurs ne daignent pas le recevoir, en disant, c'est qui ce type, d'où il sort, ils n'ont jamais entendu parler de Baudelaire, ils n'ont pas eu connaissance des fleurs du mal et du procès, donc ils ne le reçoivent pas. Et troisièmement, le rédacteur, le responsable de l'Indépendance belge, je ne le connais pas davantage. Je lui dis, écoutez, peut-être que mon patron vous a fait des promesses, moi je ne veux rien. Du coup, il est fou furieux. Ouais, vous l'avez dit, il est fou furieux. Il se dit, mais ces Belges, c'est des crétins. Ils ne comprennent pas mon génie, ils ne veulent pas de ma plume, ils ne veulent pas de ma prose. Et il a besoin d'argent. Et il a besoin d'argent, et il se dit, mais ce sont des imbéciles. D'où ce que j'ai appelé dans mon livre une véritable belgophobie. Mais il dit, enfin, moi ça m'a fait rire aux larmes, les seins, donc il parle des femmes belges, hein, les seins des moindres femmelettes, ici pèsent plusieurs quintaux, et oui, c'est ce qu'il écrit, et leurs membres sont des poteaux qui donnent le goût des squelettes.
Et non contente d'être laide, elle est en plus donc la femme belge, elle est en plus d'une puanteur insoutenable. Elle puait comme une fleur moisie. C'est bien vu. C'est en fait la description de femme qui va au bordel. Hein. Oui, c'est donc quand il va en Belgique. Et à l'époque, les bordels ne sont pas des lieux bien tenus. Non. Et en plus, les prostituées sont souvent des femmes pauvres, des mendiantes. Elles n'ont pas de l'éclat ou une certaine beauté. Donc, les réflexions qu'il fait, c'est le résultat du vécu, je dirais. Oui, en plus de ça, elle lui refile la syphilis. Hein. Exactement. Donc, lui-même est syphilitique. Hein. Il l'a contracté à l'âge de 18-19 ans. C'est une des causes de son décès. Hein. Une fois qu'on allait voir les putes, comme on dit vulgairement, on avait la syphilis. Hein. C'était quasiment radical. Et puis, ce qui est important, et qu'on ne dit jamais, c'est qu'en réalité, ce ne sont jamais que des notes. Toutes les phrases que tu viens de citer, et dont certaines que j'ai répercutées, sont d'abord répétitifs. Il dit 5 fois, 10 fois, 20 fois la même chose. Ce sont des petites notes qu'il écrit dans un, et on ne sait pas ce qu'il en aurait fait. Parce que ça n'a pas été publié de son vivant. Ce sont des lettres Non, ce sont des notes qui sont prises sur des feuilles de papier, et qu'on a sur des retrouvé feuillets, comment son éditeur, qui était également un ami qui s'appelait Crépet, Eugène Crépet, a recueilli chez la mère de Baudet, puisque sa mère lui a survécu, puisqu'il est mort à Paris. Et ce n'est que 10 et 15 ans après qu'on a commencé à publier. Donc je pense qu'en réalité, ça a été publié à son insu et contre sa volonté. Dieu sait ce qu'il en aurait fait, peut-être qu'il les aurait brûlées, toutes ces notes. En Belgique, il a quand même rencontré des gens, bon, Victor Hugo certainement, mais notamment Félicien Rops. Hein. Il n'a pas rencontré Victor Hugo en Belgique. Ah bon. Il n'a pas rencontré. D'ailleurs, il n'était pas un grand admirateur de Hugo. Il avait beaucoup de goût. L'inverse, c'était vrai. Hein. Oui, mais Hugo était un comment dirais-je, un diplomate malin. Il a dit du bien de tout le monde. Ah bon, voilà. Chaque fois qu'il recevait un livre de n'importe qui, que ce soit le plus illustre ou le plus commun des C'était extraordinaire. Il disait magnifique, je vous encourage. Il a soigné sa promotion, sa publicité. On a retrouvé des centaines de lettres. On aurait dû lui envoyer nos bouquins. Hein. On aurait eu des lettres magnifiques. Signé Victor Hugo, c'est pas mal. Hein, ce qu'il dit, il a dit la même chose de tous les écrivains qui lui envoyaient. Il disait le plus grand bien. Il voulait laisser aucun ennemi. Et comme il était au-dessus des autres, forcément, par son génie, il avait toute liberté pour dire ça. C'est un type extraordinaire, mais c'est aussi un pauvre type. Mais c'est pas marrant parce qu'on peut dire la même chose de Verlaine, qui est un tout aussi grand poète, si même pas plus grand que Baudelaire, qui est un type qui a un génie poétique extraordinaire, et mais tout ce qu'il fait, ça foire, ça rate, il s'entend pas avec sa femme, il se fait larguer par un mot, en plus il est laid, il sent mauvais, enfin bon, il boit, il est alcoolo, et il comprend jamais rien. Si on parlait de Baudelaire en lui-même, j'ai revu rapidement sa vie. Il est mort jeune, hein, 46 ans, 47 ans, je crois. Voilà. Et il a quand même une vie un peu particulière, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais cela dit, il était un élève brillant. Il était un élève brillant. Alors le premier drame de sa vie, c'est la mort de son père. Ouais. Il avait 7 ans ou 6 ans. Il avait 6 ans, 5-6 oui. Donc sa mère s'est remariée avec un futur général, avec un général austère, etc., avec lequel il a eu du mal à s'entendre. Donc il avait de l'argent. Alors il n'a pas vraiment travaillé. Ce qu'il a commencé, il a essayé de faire du journalisme, des critiques d'art, dont il a été brillant parce qu'il a quand même écrit des choses sur Eugène Delacroix qui sont extraordinaires, la critique musicale inouïe. Il était un des premiers en tout cas, à reconnaître le génie, on partage ou pas, de Richard Wagner. Ah oui. Hein, donc il a quand même, on est là dans les années 1850-60, c'est extrêmement précoce. Alors, et quant à sa vie amoureuse, c'était, comme je disais, c'est un désastre. C'est un véritable désastre. Il a eu une liaison. Avec une prostituée, en fait. Avec une prostituée, oui. Pendant une quinzaine d'années, il l'a été jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, mais dont le souvenir est resté grâce à une magnifique toile de Manet. Et pour l'expliquer, est-ce qu'on ne devrait pas comme insister sur le fait aussi qu'il a touché au hache, il a touché à l'opium et puis au laudanum, mais alors de manière excessive. Hein.
qui l'a rendu fou. D'ailleurs, le pauvre, je ne sais pas toutes les maladies qu'il avait contractées, quand il était en Belgique, il passait son temps dans les pharmacies, il prenait du laudanum, il prenait toute une série de drogues qui ne le soignaient pas, qui n'en fait. Il a fini interné, hein. Il a eu une crise d'hémiplégie. Après, il était justement avec Robespierre Poulet-Malassis, on l'a rapatrié à Bruxelles, et puis après ça, il est parti à Paris, et il a survécu à cette crise pendant 1 an et demi, et non pas dans un institut médical. Non. C'est pas une maison de fous. Non. Mais il avait une petite chambre, mais dans laquelle il y avait 2 manets. Oui. Donc, à l'époque, c'était peut-être pas important, et maintenant, ça se vendrait 100 000 fois le prix. Non, mais alors, il communiquait que par des jurons, semble-t-il. Il reconnaissait personne, mais alors ses amis sont régulièrement revenus le voir, et quand il est mort en 1867, sa notoriété a commencé à peu près à ce moment-là. Jean-Baptiste, est-ce qu'on lui en veut à Baudelaire? Non, je ne lui en veux pas, parce que, comme on l'a dit, je ne dis pas que c'est un pauvre type, c'est pas ça, mais il a énormément de circonstances atténuantes, et rien que pour avoir écrit Les Fleurs du Mal, je le pardonne. Seul. On n'entend plus que le roulement de quelques fiacres attardés et éreintés. Pendant quelques heures, nous posséderons le silence, sinon le repos. Enfin, la tyrannie de la face humaine a disparu et je ne souffrirai plus que par moi-même. Enfin, il m'est donc permis de me délasser dans un bain de ténèbres. D'abord un double tour à la serrure. Il me semble que ce tour de clé augmentera ma solitude et fortifiera les barricades qui me séparent actuellement du monde. Horrible vie, horrible ville. Récapitulons la journée. Avoir vu plusieurs hommes de lettres dont l'un m'a demandé si l'on pouvait aller en Russie par voie de terre. Il prenait sans doute la Russie pour une île. Avoir disputé généreusement contre le directeur d'une revue qui, à chaque objection, répondait « C'est ici le parti des honnêtes gens », ce qui implique que tous les autres journaux sont rédigés par des coquins. Avoir salué une vingtaine de personnes dont 15 me sont inconnues. Avoir distribué des poignées de main dans la même proportion, et cela sans avoir pris la précaution d'acheter des gants. Avoir fait ma cour à un directeur de théâtre qui m'a dit en me congédiant « Vous feriez peut-être bien de vous adresser à Z. C'est le plus lourd, le plus sot et le plus célèbre de tous mes auteurs. Avec lui, vous pourriez peut-être aboutir à quelque chose. Voyez-le et puis nous verrons. » M'être vanté, mais pourquoi ? De plusieurs vilaines actions que je n'ai jamais commises, et avoir lâchement nié quelques autres méfaits que j'ai accomplis avec joie, délits de fanfaronnade, crimes de respect humain. Avoir refusé à un ami un service facile et donné une recommandation écrite à un parfait drôle. Seigneur mon Dieu, accordez-moi la grâce de produire quelques beaux vers qui me prouvent à moi-même que je ne suis pas le dernier des hommes, que je ne suis pas inférieur à ceux que je méprise. Charles Baudelaire, Petit poème en prose, 1860. Har levt ut
sommer silankla Ashen som piramot Les pyrmomola distinla Omola aleutut Litoger amora ktuna Popturto Poresiek Derasiek Moody Wizes Bet Moody Retoses et Fan Muerto Fretempes Na vu Duritos au Butan Les grandes ailes prêtes à Turto Zeglouti Grand et petit Geran Foues, les grandes ailes prêtes à Turto Zeglouti Grand et petit Eva les doutes Neid In vil piramut Du medis mora Saint-Houla Omola aleutut Litoger amora Ktuma Stebles Arrivies Dans l'équipe d'Actu TV, vous le savez, il l'avez sans doute déjà remarqué, on adore les expériences. Alors parfois ça marche, parfois un peu moins, mais au moins on essaie. C'est ainsi qu'on a décidé de lancer sur Facebook et les réseaux sociaux où nous figurons un roman, ou plutôt une histoire à suivre, comme au XIXe, lorsqu'Alexandre Dumas ou Balzac feuilletonnaient dans les quotidiens de leur époque. Sauf qu'ici, on a remplacé la presse papier par celle du monde digital. Alors, Amandine Carlier, qui a accepté d'en être la lectrice, va nous expliquer tout ça à sa façon, avec évidemment un jingle approprié. J'adore chiner, traîner dans les marchés aux puces, observer, palper, puis dénicher au gré de ma fantaisie le bibelot inutile ou le bouquin à la couverture cartonnée qui rappelle mon enfance. Je collectionne également les bandes dessinées, surtout celles de la période Linkler, les Tintins, Spirou, Mickey, etc. Et n'hésite pas, lorsque l'occasion est belle et le prix insignifiant, à acheter la caisse entière. Rentrée à la maison, je la renverse alors sur la table de la cuisine et inventorie le tout comme un enfant qui déballe les jouets de Saint-Nicolas, les yeux émerveillés. C'est ainsi que je les ai découverts, par le plus grand des hasards,
enfouis sous des rangées d'albums de Gaston et des Schtroumpfs. 4 carnets de cuir, fermés en croix par une ficelle avec sur le nœud un cachet de cire tamponné d'une lettre gothique qui pourrait être un R ou un SZ allemand. Je les ai longuement tournés et retournés avant de prendre une paire de ciseaux pour couper le lien et ouvrir l'un d'eux avec prudence et perplexité, comme on dévoile un grimoire. C'était un manuscrit rédigé en tout petit à la plume, de véritables pattes de mouche qui couvraient l'ensemble des pages jaunies, sans point ni virgule, comme si on avait eu peur de manquer. Je pris une loupe et décelai avec curiosité une langue d'origine germanique, mais comportant de nombreuses étymologies slaves, une sorte de yiddish dont je devinais le sens général sans en comprendre tous les mots. Le soir même, je m'installai confortablement dans le salon avec les dictionnaires appropriés et commençai la traduction de ce qui se révéla être le journal incroyable d'un homme impossible, issu d'un monde que seule l'imagination pouvait inventer. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé « Rien » ce document qu'il m'a fallu des mois à interpréter. Amandine, c'est une expérience. Oui, oui, tout à fait. C'est une très chouette expérience. Ça t'amuse? Oui, ça m'amuse beaucoup. Mais c'est curieux parce que, en fait, le bouquin que tu lis, tu ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Je découvre le texte sur place. Et donc, oui, c'est très amusant. Et je plonge en même temps que les futurs spectateurs. Et donc, c'est très amusant. Et c'est un très bon exercice aussi de comédien parce qu'il faut pouvoir transmettre une histoire. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cet exercice. Et qu'est-ce que tu fais alors quand tu bredouilles? Tu vas pas me dire que tu lis pendant une demi-heure sans bredouiller? Non, je bredouille, hein, mais bon, il y a les montages de l'image, grâce à ça, on peut couper, on peut refaire, on peut faire des fondus, donc non, c'est impossible de lire sans bafouiller, ou alors il faut vraiment beaucoup d'exercices et connaître le texte longtemps à l'avance. Est-ce que les gens vont s'en sortir? Parce qu'on sort en fait un paragraphe, disons un chapitre, oui, une fois par semaine, le mercredi, oui, d'office, à partir de septembre, bien sûr. Est-ce que les gens vont pouvoir suivre? Il y a un site, bien sûr. Oui, ben, sur le site, j'imagine c'est comme les séries web, épisode 1, épisode 2, et je les invite à commencer évidemment dès le début. Et j'espère que comme nous, ils seront attirés par l'histoire et qu'ils voudront en savoir un peu plus sur ce pauvre personnage. L'auteur de ces carnets s'appelle Nemo, hein, oui, personne, oui, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est. Et ton actualité, on en parle de mots quand même. Alors, mon actualité, Tu as un projet intéressant, je trouve. Oui, j'ai deux projets très intéressants et très différents. C'est du théâtre, mais les deux sont différents. Alors, je joue le 3, 4, 5 novembre au Wall, qui est le centre culturel de Woluwe. Un spectacle qui est créé par Stan Arte, qui est un grand photographe bruxellois qui est assez connu dans le milieu. Et aussi un projet totalement différent, mis en scène par Jean-Pierre Walmack. Qu'on a déjà eu dans l'émission. Hein. Oui, qu'on a déjà vu dans l'émission. J'ai déjà travaillé avec lui, c'est un très grand ami, très bon comédien, très bon metteur en scène. Où là, on va partir d'une création qui s'appelle Jésus-Christine. Et donc, oui. Et le pitch, c'est « Et si Jésus était une femme en 2018 ?» Mais ce qui est curieux, c'est que c'est pas un texte fait au départ. Non, c'est une totale création. Vous l'écrivez au fur et à mesure? On part des évangiles selon Saint Jean, il y a 14 stations. On lit beaucoup, on les lit plusieurs fois et on essaie de réactualiser en fait. Qu'est-ce que ces évangiles écrits à l'époque veulent dire aujourd'hui? C'est un truc religieux? On parle de Jésus-Christine, mais non, c'est pas religieux de toute manière. Il n'y a que le metteur en scène qui est croyant, les autres comédiens sont totalement athées, donc c'est vraiment réactualiser et amener notre énergie là-dedans. Et toi, tu es Jésus-Christine, toi? On est 3 Jésus-Christine. Ah, vous êtes 3? Oui, on est 3 Jésus-Christine. C'est revoir complètement l'histoire. Oui, c'est totalement revu. Oui, c'est une totale création, on écrit tout ensemble, on va tout créer ensemble, c'est vraiment très chouette. Allez, on est bien parti pour collaborer. Hein. Ouais. Avec Anne Moakin aussi, hein, parce que derrière toi, tu as tous les trucs. Oui, tout à fait. Ils nous ont proposé, avec une gentillesse incroyable,
d'occuper leur studio, Oui, gratuitement bien sûr. Gratuitement, adorable. On a fait la connaissance de Maxime qui travaille ici, qui Super. est adorable, vraiment. Il apporte le café et en oui, plus c'est ça. techniquement je crois qu'il est bien au point. Oui, tout à fait. On a des bonnes techniques, on a du bon son. C'est un chouette endroit, vraiment. Bonjour, voici enfin la suite de l'histoire de la littérature belge que nous raconte mois après mois une verve exceptionnelle et une connaissance pointue Marc Quagebeu, le directeur des archives et musées de la littérature. Alors, après les premiers écrivains nationaux apparus sous le règne de Léopold Ier, c'est juste après la création de la Belgique en 1830, beaucoup malheureusement ont sombré dans l'oubli. Puis après, tous ceux qui ont suivi sous le règne de Léopold II, pareil, ont survécu. Voici enfin nos premières vedettes littéraires belges, reconnues en tout cas par la France et l'Allemagne, à savoir Camille Lemonnier, bien sûr, le Zola belge, et puis aussi le scandaleux Georges Écotte. Alors, Marc va nous raconter tout ça. Nous sommes dans les années 1860, ça date. Marc Quagebeu, on va continuer. Mais on est encore sous la période de Léopold II, mais la seconde partie. Et j'ai quand même étudié attentivement tout ce qui se passe à l'époque. C'est une période de grande prospérité économique et en même temps, malgré tout, de grande misère sociale, les deux ensemble. Mais je me suis dit, c'est pas possible. On ne peut pas, en 9 ou 10 minutes, parler de gens comme Verhaeren, Lemonnier. C'est pas possible. Donc, je vous propose... on va en parler, bien sûr, donc les premiers naturalistes en quelque sorte, mais parler peut-être cette fois-ci de Camille Lemonnier, personnage important bien sûr, qui s'estimait d'ailleurs très important lui aussi. C'était pas le seul, mais... Je vous l'ai appris, hein, j'ai lu quelque part que quelqu'un disait qu'il avait 3 testicules. Oui, ben, tant mieux pour lui. Ou tant pis pour les dames. Mais... Ouais. Et Georges Écotte. D'abord, la période Léopold II, seconde partie, c'est une très grande prospérité économique. La Belgique installe des chemins de fer en Chine, fait le métro du Caire. Il suffit de regarder les maisons, les hôtels de maître, pas seulement à Bruxelles, mais partout. Les constructions des maisons 1880-1890 sont plus que nombreuses malgré les destructions. Et c'est l'Art Nouveau, c'est Victor Horta aussi. Oui, mais même les maisons plus classiques, on ne peut pas dire que c'était des petits pauvres. En même temps, l'exploitation sociale est notoire, et elle va déboucher en 1886 sur une grève sauvage en Hainaut, qui sera réprimée très violemment par le général Van der Smissen, qui avait commandé le corps expéditionnaire belge au Mexique, et qui va amener le troisième homme à côté de Lemonnier et d'Écotte dans les écrivains, mais qui est celui qui a la plus grande surface politico-sociale, qui est Edmond Picard, à dire... Il est temps de cesser de réprimer et il est temps de légiférer. Lemonnier commence quand même très très fort. Il est dans son château en Wallonie. Ils entendent le bruit des canonnades de Sedan, lui et Félicien Rops. C'est la première guerre franco-allemande. Franco-allemande. Et donc c'est pas loin. Ils prennent une carriole et ils s'en vont vers Sedan. Et quand ils arrivent à Sedan, l'armée française est vaincue. Les cadavres des hommes et des chevaux pourrissent ou agonisent sur le terrain. Un charnier, hein. C'est un charnier. Et Lemonnier va être très marqué, il va rédiger un livre assez court mais extrêmement fort,
décrivant ce qui est tout à fait le contraire de l'héroïsation, de la gloire militaire, et qui s'appellera Sedan, et qui paraît en 1871. Et donc Lemonnier, qui est ce grand critique pictural, qui commence par Sedan, qui fait des nouvelles extrêmement charnelles, si on peut dire, et visuelles, au tournant des années 70-80, va donner un chef-d'œuvre absolu, Un mâle, histoire d'un braconnier. Alors ça, c'est quand même aussi déjà très belge. La figure centrale, c'est un homme, c'est un irrégulier. Cache après, ça. Alors oui, cache après, donc c'est un wallon, cherche après moi. Ouais, ouais. Et il est toujours en train de jouer entre la frontière du légal, de l'illégal, et évidemment, il aime la fille d'une ferme aisée, belle fermière, avec qui se passeront des tas de choses. Germaine. Germaine. Maupassant dira d'ailleurs, ce n'est pas un naturaliste, ce qui est faux. Mais ce n'est pas un naturaliste à la française. C'est-à-dire que la langue de Lemonnier est truffée d'archaïsmes, de mots inventés ou réélaborés à partir des parlers populaires, et il y a une sorte de lyrisme, enfin de palette même du langage, qui va caractériser le naturalisme belge, aussi bien d'ailleurs chez lui que chez Eekhout. Et donc à partir de 1880, il y a un texte qui fait rupture en Belgique, qui déclenche évidemment les passions, et qui va amener au fameux banquet de 1883, où ils se retrouvent tous, ceux qui vont devenir les grands écrivains, avec 2 places vides. Il y a 2 morts qui sont présents, absents, c'est Pirmé et De Coster. Et dans ce banquet, Lemonnier, donc l'homme, ça a encore dû faire accroître son narcissisme littéraire, est consacré maréchal des lettres belges. Parce qu'il n'avait pas obtenu le prix quinquennal. Absolument. On n'a pas voulu le lui accorder. On a refusé le 5 000 quinquennal. euros, hein, 5 000 francs à l'époque. Mais on a refusé le quinquennal pour Un mâle, comme on l'avait refusé pour La légende du Lenspiegel de Charles de Coster. Ouais. À ce banquet, il y avait 250 personnes, et si je me souviens bien, il y avait des gens comme Paul Janson, Fernand Knopf, Constantin Meunier, Maeterlinck, Verhaeren, Rondenbach, enfin tout le monde y était. Tout y était. C'est vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la génération léopoldienne. Eekhout était un flamand, il était de Mechelen, hein, de Malines. Bah, il fait partie de dans cette génération léopoldienne, il y a beaucoup de flamands qui parlent le français. De flamands dont la langue maternelle est le français. Donc, il y a un très très grand roman d'Eekhout qui s'appelle Escale Vigo, dans lequel, ça se passe dans un monde nordique un peu lointain, où il y a une amitié homosexuelle entre 2 personnages importants, qui va d'ailleurs entraîner le procès. Cela dit, c'est très discret. Hein, on voit bien dans certaines descriptions, justement, de ces demi-hors-jeux qu'il affectionne, l'intérêt pour les pantalons de velours. Enfin bon, il y a des descriptions, on voit bien. Bon, tout, il a vécu avec sa femme, et il avait des passions homosexuelles parallèlement. Et ça fait scandale à l'époque, hein. Oui, mais ce qui a fait scandale, c'est la description d'une relation homosexuelle, fut-elle discrètement commentée dans Escale Vigo. Mais il n'y a jamais eu de scandale sur la vie sexuelle de Eekhout, vivant par ailleurs avec Madame Eekhout. Et pour l'époque, ça devait quand même... Ah, pour l'époque, oui, non, pour l'époque. Mais enfin, il a en plus laissé un très 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 grand roman social, où le personnage central est un fils de famille, mais divergent, par idéal. Ça se passe à Anvers. C'est une description fabuleuse de l'Anvers qui s'enrichit après les réouvertures de l'ESCO et dans le développement industriel. Mais comme il meurt en 13, il n'est pas confronté au problème de la guerre. Et donc Eekhout, pendant la guerre, dont nous avons au Musée de la littérature le journal, qui est un journal très 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 intéressant, voit ses livres traduits en Allemagne, à l'intérieur de la politique allemande, qui est de dire c'est un flamand, donc c'est un germanique, donc vous voyez. Lui et Picard ont été dénoncés comme n'étant pas assez opposés au germanisme. Et comme la plupart ont fait le droit comme étude,
ils ont fait leur stage chez Edmond Picard, qui par ailleurs dirige une revue L'Art moderne. Ouais. Et donc, voilà, tout fait farine au moulin, on pourrait dire. La dernière lettre du matelot, 1881, Georges Écotte. Chère sœur, je mets la plume à la main pour vous faire connaître l'état de ma santé qui n'est malheureusement pas aussi bonne que je le voudrais. Mais j'espère qu'il en va autrement chez vous, à la maison, et que vous tous vous portez comme poissons dans l'eau. Voilà 6 mois déjà que nous relâchons à Santos, mais nous allons enfin lever l'ancre la semaine prochaine. Ce n'est fichtre pas malheureux, car il fait si malsain ici que chaque jour des matelots meurent des fièvres. Maintenant, j'ai encore autre chose à te demander, et ceci est pour mon compte, et se rapporte à notre voisine de l'impasse du Glaive, Dolphine Plashmans, la trieuse de café. Êtes-vous toujours liés? La nouvelle que je vais t'annoncer ne t'étonnera pas fort. Écoute, je vois cette fille si volontiers que je donnerais bien 100 francs si elle voulait de moi pour son bon ami. Aucune nuit ne se passe sans que je la voie dans mon rêve, aussi belle que lorsqu'elle venait prendre l'air sur la plage du Pois de Fer, et batifolée, tête nue, avec toi et d'autres filles de votre âge, en vous tenant par les bras. Demande-lui, veux-tu, si elle se rappelle la fois où nous avons dansé ensemble à la grande kermesse. Une seule danse au Saint-Michel, dans la rue du Couvent. Demande-lui aussi comment elle me trouve, si je suis à son goût. Tu lui diras une bonne parole pour moi, car tu sais bien, toi, que je ne suis pas un mauvais garçon. Dis-lui que, si elle voulait de moi, je l'habillerais tout à neuf, sans oublier les bijoux et le reste. Mais il me faut d'abord savoir si je lui plais, et si elle répond que oui, tu peux lui donner une de mes photographies, que je fis faire l'autre fois près du canal des Brasseurs. Il y en a encore 2 à la maison. D'ailleurs, je pourrais en faire trier d'autres. On garde les clichés. C'est mis en 4 langues au dos de chaque carte, même en suédois. Depuis que je suis à bord du Prosit, je parle presque aussi bien cette langue que le flamand. Et voilà, comme dirait Bob le Belge, sans accent sur le A, c'est terminé. Prochaine émission, le 30 septembre. Entre-temps, vous pourrez revoir bien entendu ce numéro sur notre site www.actu-tv.net ou sur notre chaîne YouTube. Si vous voulez nous contacter, n'hésitez surtout pas. Vous avez à votre disposition l'adresse qui s'affiche en ce moment sur l'écran. N'oubliez pas de cliquer sur rien, signé Nemo. Qui sait, ce feuilleton pourrait peut-être vous passionner. Bye bye!